L'ennemi public numéro 1. Il existe un moment qui divise l'histoire du crime aux États-Unis. La nuit où John Dillinger, sorti du cinéma à Chicago, alluma une cigarette et fut criblé de balles en pleine rue. À cet instant prit fin la vie de l'un des criminels les plus célèbres du XXe siècle. Mais naquit une légende qui, encore aujourd'hui, demeure vivante. Dillinger n'était pas seulement un braqueur de banque. Il était l'ennemi public numéro 1, un symbole de défi envers le système, une figure mythifiée, à la fois par la peur et la fascination. Et bien que beaucoup pensent connaître son histoire, la vérité est que peu l'ont entendue en entier, racontée depuis le début, sans fioriture, mais sans nier non plus le magnétisme d'un homme qui, pendant un an, mit le FBI à genoux. Pour comprendre qui était John Dillinger, il faut se rendre au centre du pays, au cœur de l'Indiana. C'est là qu'il naquit en juin 1903, au sein d'une famille ouvrière. Sa mère mourut alors qu'il n'avait que 4 ans, un événement qui marqua profondément son enfance. Il fut élevé par sa sœur aînée, puis par sa belle-mère, mais il ne réussit jamais à établir de lien affectif solide avec son père, un homme strict et religieux qui ne sut pas comment gérer la rébellion qui grandissait en son fils. Depuis son enfance, Dillinger montra une intelligence vive, un caractère fort et une tendance naturelle à tout remettre en question. À 12 ans à peine, il dirigeait déjà une petite bande de garçons qui volaient du charbon dans les trains pour le revendre dans le quartier. Il ne le faisait pas par nécessité, il le faisait pour l'adrénaline, parce qu'il avait le sentiment de pouvoir déjouer le système. À cet âge, il comprenait déjà quelque chose que beaucoup d'adultes ignoraient, que les règles pouvaient être brisées si l'on avait l'audace et le talent pour le faire. Pendant son adolescence, son comportement devint de plus en plus téméraire. Il volait de l'alcool dans les trains de marchandises, arrivait ivre à l'école, distribuait du whisky à ses camarades, se battait régulièrement. Il travailla dans plusieurs usines, mais jamais plus de quelques semaines. Il gagnait de l'argent, le dépensait en fêtes, puis recommençait. Il avait ce type d'énergie qui ne rentre dans aucun emploi du temps, dans aucune chaîne de production. C'était un jeune homme à la combinaison explosive de ruse, de frustration et de soif de quelque chose de plus grand. En 1920, son père décida de déménager avec la famille dans une ferme à Mooresville, dans l'Indiana, en quête d'une vie plus tranquille et respectable. John les suivit, mais il détestait la vie à la campagne. La seule chose qu'il appréciait, c'était la chasse. Il devint un tireur d'exception, et les voitures qu'il démontait et remontait avec une facilité qui impressionnait même les mécaniciens du coin. Tandis que les autres cultivaient du maïs, lui apprenaient à conduire à toute vitesse et à tirer avec précision. Des outils qui, plus tard, feraient partie de sa signature criminelle. Mais sa transformation ne fut pas seulement pratique. Durant ces années-là, il développa une obsession pour la figure de Jesse James, le légendaire bandit du Far West. Il lisait des romans bon marché, mêlant faits réels et fiction, présentant James comme un héros romantique qui volait les riches pour aider les pauvres. Cette image du hors-la-loi honorable s'imprima profondément dans son esprit. Il ne s'intéressait pas à la vérité derrière le mythe. Ce qui l'attirait, c'était le personnage. Et il commença à se modeler lui-même dans cette direction. Un homme en dehors de la loi, certes, mais avec du style, des principes, de la prestance. À 20 ans, Dillinger tomba amoureux pour la première fois. Elle s'appelait Frances Thornton. Il la demanda en mariage, mais elle refusa sous la pression de sa famille. Peu après, une autre jeune femme tomba enceinte de lui. Entre la douleur émotionnelle et les tensions à la maison, son comportement devint encore plus instable. Un soir, il vola une voiture, avec un revolver dans la boîte à gants. Il fut arrêté, mais réussit à s'échapper. 4 jours plus tard, il s'engagea dans la marine, peut être en quête de rédemption, ou simplement d'une nouvelle échappatoire. Son passage dans la marine fut bref et désastreux. Il fut affecté au navire USS Utah, où il travailla comme chauffeur de chaudière. Au bout de 22 jours, il déserta. Il fut arrêté, puni, récidiva, et fut finalement officiellement déclaré déserteur en décembre 1923. Il rentra chez lui en mentant. Il affirma à tous qu'il avait été réformé pour un problème cardiaque. Il avait déjà appris à mentir avec assurance, à manipuler le récit à son avantage. En 1924, il épousa Beryl Hovius, âgée de 17 ans. Il essaya de mener une vie normale, en travaillant de manière stable. Mais il n'y parvenait pas. La routine l'étouffait. L'argent ne suffisait jamais.
Il recommença à fréquenter les bars, retrouva d'anciens amis passés par la prison et commença à planifier de petits vols. Son premier coup sérieux fut un désastre. Il tenta de braquer un vieux commerçant, accompagné d'un ex-détenu, William Singleton. La victime résista, lui arracha son arme, et Dillinger, paniqué, tira en l'air avant de s'enfuir. Il fut arrêté 2 jours plus tard, dans la ferme de son père. Lors du procès, son père, convaincu qu'il obtiendrait ainsi la clémence du tribunal, le persuada de plaider coupable. Ce fut une erreur catastrophique. Le juge, récemment élu et désireux de montrer sa fermeté, le condamna à 10 ans de prison, la peine maximale. Singleton, pourtant récidiviste, reçut une peine 3 fois moins lourde. Pour Dillinger, cette trahison judiciaire fut un point de rupture. C'est là qu'est né le ressentiment, la détermination et le sang-froid qui allaient marquer la décennie suivante. Des années plus tard, il se rappellerait ce moment avec une phrase digne d'un roman « Quand je sortirai d'ici, je vais devenir le pire fils de pute qu'ils aient jamais vu. » Et il tint parole. À la prison de Pendleton, Dillinger ne se réforma pas. Il se transforma. Il tenta de s'évader 2 fois au cours de ses 3 premiers mois. Il échoua, et sa peine fut alourdie. Il passa des années dans l'isolement, éloigné de sa famille, avec des visites devenant de plus en plus rares. En 1929, son épouse demanda le divorce. Il contracta la diphtérie. Mais dans cet environnement hostile, il rencontra ceux qui allaient faire de lui une légende. Harry Pierpont, Homer Van Meter, Charles Makeley, des braqueurs de banques chevronnés, des professionnels du crime, des hommes qui n'avaient plus rien à perdre. En eux, John trouva quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis l'adolescence. Une bande, un groupe, une cause. Derrière les murs de la prison, naquit le gang de Dillinger. Et le monde extérieur, encore endormi, n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. La bande, la gloire, le premier sang. Lorsque John Dillinger sortit de prison en mai 1933, le monde extérieur n'était plus le même. La Grande Dépression continuait d'étrangler des millions de familles aux États-Unis. Les gens avaient perdu foi dans les banques, les politiciens et toute forme d'autorité. Mais l'homme qui retrouvait la liberté n'était pas non plus le même que celui qui y était entré. Pendant près d'une décennie, Dillinger n'avait pas seulement appris des meilleurs criminels du Midwest. Il avait planifié, avec patience et discipline, ce qu'il ferait dès qu'il remettrait les pieds dans la rue. Il ne cherchait pas la rédemption. Il voulait laisser sa marque, et il comptait le faire avec style. La société, de son côté, était tellement brisée qu'elle semblait prête à applaudir quiconque oserait défier le système. Les journaux vendaient plus lorsqu'ils publiaient des récits de braquages spectaculaires. Les banquiers étaient perçus comme des ennemis du peuple. Et un jeune homme audacieux, capable de voler des millions sans tuer du moins, c'est ce qu'on racontait pouvait facilement devenir une figure fascinante. Le décor était parfait pour que Dillinger ne devienne pas seulement un criminel recherché, mais aussi un symbole culturel. Et c'est exactement ce qui se produisit. Peu de temps après sa libération, il rejoignit brièvement un gang connu sous le nom des White Caps. Mais cela ne dura pas. C'étaient des délinquants improvisés, nerveux, sans stratégie, ni préparation. Lors de l'un de leurs premiers coups, l'un des braqueurs laissa la portière de la voiture ouverte et celle-ci alla s'écraser contre un poteau. Une autre fois, un braquage dans un petit commerce se solda par un commerçant blessé et du sang éclaboussant les voleurs eux-mêmes. Ce chaos n'intéressait pas Dillinger. Il avait passé des années à se préparer. Il avait un plan clair et n'allait pas perdre son temps avec des amateurs. Il rompit avec eux et commença à opérer seul, en sélectionnant soigneusement ses complices. En juin 1933, il réalisa son premier braquage sérieux après sa sortie de prison. La cible, la banque de New Carlisle, dans l'Ohio. Ce fut un coup net, sans un seul coup de feu, sans erreur. Ils emportèrent plus de 10 $, une somme énorme pour l'époque. À peine 1 mois plus tard, il braqua une autre banque à Daleville, dans l'Indiana. Ce fut là qu'il commença à affirmer son style personnel. Dillinger ne se contentait pas de voler. Il le faisait avec précision, théâtralité et prestance. Il entrait avec assurance, désarmait le personnel sans violence inutile et, d'un bond agile, franchissait le comptoir comme s'il était sur scène. C'était sa signature. Et bientôt, elle serait reconnue dans tout le pays. Son coup suivant, d'importance majeure, eut lieu à Montpellier, dans l'Indiana,
en août 1933. Là, avec sa nouvelle bande plus professionnelle, plus disciplinée, il vola plus de 110 $. À ce stade, il n'utilisait plus seulement des revolvers. Il s'était équipé de mitraillettes Thompson, de gilets pare-balles et de véhicules V8 à grande vitesse. Son équipe fonctionnait selon un système méthodique inspiré du criminel allemand Hermann Lamm, qui avait introduit des tactiques militaires dans les braquages de banques. Chronogramme précis, rôle défini, surveillance, entrée, extraction, conducteur, itinéraire de fuite minutieusement étudié et changement de véhicule planifié. C'était une opération professionnelle, un coup après l'autre, et la police locale n'était pas préparée à cela. Mais toutes les tentatives n'étaient pas parfaites. À Bluffton, dans l'Ohio, ils tentèrent de braquer une banque dotée d'un coffre-fort à minuterie et d'un système d'alarme moderne. Le coffre ne s'ouvrit pas, l'alarme retentit. L'un des assaillants tira en l'air pour disperser la foule. Ils ne purent emporter qu'un peu plus de 2 $. Ce fut un échec partiel, mais qui leur rappela que la technologie évoluait elle aussi. Peu après, vint le coup qui allait consolider sa stature à l'échelle nationale, le braquage de la banque de Greencastle, dans l'Indiana. Dillinger entra comme à son habitude, désarma le personnel, sauta par-dessus le comptoir. Au milieu du braquage, un fermier qui n'avait pas eu le temps de déposer ses économies tenta de se cacher. John le vit, s'approcha et, au lieu de le voler, lui rendit son argent. En repartant, il emporta 75 $. Mais c'est la scène avec le fermier qui fit de lui une légende. La presse commença à bâtir l'image d'un Robin des Bois moderne, l'homme qui ne volait pas par cupidité, mais par justice, celui qui défiait le système, mais pas le peuple. Même si cette image était aussi fausse que séduisante, personne ne voulait en connaître les détails. En pleine crise économique, Dillinger devint un symbole. Et tandis que le mythe grandissait, à Washington, le FBI commençait à s'inquiéter. La guerre contre le système. Tandis que les journaux le transformaient en légende et que le public le percevait comme une sorte de héros rebelle, dans les bureaux du tout nouveau FBI, l'image de John Dillinger était bien différente. Pour J. Edgar Hoover, le jeune braqueur de banque n'était pas seulement un criminel. Il représentait une humiliation. Un homme qui, à chaque coup, faisait vaciller la légitimité de son agence. Hoover avait besoin de résultats. Il ne pouvait pas se permettre qu'un homme armé de rien d'autre, qu'une voiture rapide et d'un certain charisme lui vole la vedette. C'est à ce moment-là qu'une ligne fut tracée. Dillinger cessa d'être simplement un fugitif. À partir de là, il deviendrait le visage d'une nouvelle ère criminelle. Et Hoover allait transformer sa traque en l'événement fondateur de l'image publique du FBI. En septembre 1933, Dillinger fut arrêté alors qu'il rendait visite à Mary Longnecker. La police l'avait suivi et l'arrêta sans violence. Il fut transféré dans une prison à Dayton, dans l'Ohio. Mais pendant qu'il était derrière les barreaux, les hommes avec qui il s'était allié en prison se préparaient à lui rendre sa loyauté au centuple. Depuis la prison de Michigan City, Harry Pierpont et Charles Makeley, désormais figures centrales de ce qu'on appelait la bande de Dillinger, organisèrent une évasion massive. Avec des armes que John lui-même leur avait envoyées dissimulées dans des boîtes de fil, 11 détenus s'échappèrent de l'une des prisons les plus sécurisées de l'État. Ils prirent le directeur en otage, volèrent une voiture et sortirent par la porte principale. L'opération fut si audacieuse qu'elle semblait tout droit sortie d'un film. Mais ce n'était pas de la fiction. C'était le nouveau niveau de criminalité que Dillinger avait contribué à construire. L'objectif suivant était clair, lui rendre l'appareil et libérer leur chef. Le 12 octobre 1933, plusieurs membres du groupe se présentèrent à la prison de Lima, où Dillinger était détenu. Ils se firent passer pour des agents de l'État venus le transférer. Le shérif Jess Sarber ne se laissa pas duper, mais son sens du devoir lui coûta la vie. Il reçut une balle en pleine poitrine alors qu'il tentait de vérifier les papiers. Dillinger fut libéré. Les agents locaux furent enfermés dans les mêmes cellules où, quelques minutes plus tôt, se trouvait leur prisonnier le plus célèbre, et la bande disparut, une fois de plus, sans laisser de traces. Avec cet acte, la situation changea à jamais. Il ne s'agissait plus seulement de braquage de banque. Il y avait désormais le meurtre direct d'un agent de la loi. Le gouvernement fédéral intervint officiellement. Hoover activa sa machine interne.
Il savait que Dillinger ne représentait pas seulement une menace. Il représentait une opportunité. Un criminel parfait, connu, charismatique, insaisissable. Et surtout, médiatique. La chasse devenait personnelle et nationale. À partir de ce moment-là, John Dillinger devint l'ennemi public numéro 1. Littéralement. Au cours des mois suivants, les braquages devinrent plus spectaculaires, plus violents et plus fréquents. La bande, désormais renforcée par des vétérans du crime comme Russell Clark, John Red Hamilton et Homer Van Meter, n'opérait plus dans un seul État. Elle se déplaçait entre l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois, le Minnesota et le Dakota du Sud. Ils utilisaient des cartes détaillées, de faux documents, des vêtements différents pour chaque opération. Ils étaient organisés avec une efficacité que nul service de police d'État ne pouvait égaler. Et alors, comme on pouvait s'y attendre, Hoover réalisa que ses agents, pour la plupart des avocats, des comptables et des bureaucrates en costumes impeccables, n'étaient pas préparés à affronter une organisation criminelle de ce calibre. Le FBI, à cette époque, n'avait même pas l'autorisation légale de porter une arme. Les agents ne savaient pas tirer, ils ne savaient pas conduire sous pression, ils ne savaient pas s'infiltrer. Hoover décida de changer cela. Il commença à recruter des hommes ayant une véritable expérience, des anciens militaires, des experts en armement, des tireurs venus du sud du pays. Parmi eux, un nom allait bientôt jouer un rôle crucial, Charles Winstead. Pendant ce temps, Dillinger continuait à enchaîner les coups. L'un des plus mémorables eut lieu à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. La bande entra dans la banque, mitraillette au poing. Mais l'opération tourna mal. Un agent de sécurité parvint à déclencher l'alarme et le gaz lacrymogène commença à envahir la salle. Babyface Nelson, l'un des membres les plus instables du groupe, réagit avec une brutalité extrême. Il tira en l'air, sur le sol, sur tout ce qui bougeait. Le chaos fut total. À la fin, ils s'échappèrent avec un peu d'argent, mais laissèrent derrière eux un sillage de blessés, de destruction et de peur. Les choses étaient en train de changer. Ce n'étaient plus des braquages propres. Le niveau de violence augmentait, et cela modifia également la perception du public. Beaucoup de ceux qui, jusqu'alors, sympathisaient avec Dillinger, commencèrent à se demander s'il n'était pas simplement un tueur bénéficiant d'une bonne couverture médiatique. L'un des coups les plus cinématographiques fut celui de Greencastle, où ils emportèrent plus de 75 $. Mais ce ne fut pas seulement le butin qui le rendit légendaire. Pendant la fuite, John laissa une partie de l'argent à un fermier qui n'avait pas eu le temps de déposer ses économies à la banque. Ce geste fut interprété comme un acte d'humanité, un détail qui renforçait son image de justicier. La réalité, cependant, était plus ambiguë. Il n'existe aucune preuve que Dillinger ait suivi un quelconque code éthique cohérent. C'était un stratège. Il savait que plus le public l'admirait, plus il serait difficile de l'attraper. Durant ces mois-là, le groupe se cacha à Chicago, où ils louèrent des appartements sous de fausses identités. Ils utilisèrent aussi des refuges ruraux, comme le célèbre Little Bohemia Lodge, dans le Wisconsin, où allait bientôt se dérouler l'une des opérations les plus désastreuses de l'histoire du FBI. La police de plusieurs États commença à se coordonner, mais les lois n'étaient pas encore prêtes à faire face à des criminels capables de franchir les frontières étatiques avec autant de facilité. Chaque nouveau braquage augmentait la pression. Et chaque erreur du FBI représentait une nouvelle victoire pour Dillinger. En privé, Hoover commençait à perdre patience. Il savait que son prestige ainsi que celui de sa jeune agence dépendaient de la capture de cet homme. Et pendant ce temps, John continuait sa vie. Il allait au cinéma, à des matchs de baseball. Il se promenait dans les rues de Chicago avec des lunettes de soleil, les cheveux teints et un sourire en coin. Il se sentait intouchable. Mais l'histoire était sur le point de changer de cap. Et la légende, sur le point d'affronter la réalité. La fuite, la trahison et le visage de la fin. Au début de l'année 1934, John Dillinger était bien plus qu'un criminel. Il était devenu un véritable spectacle national. Il braquait des banques, s'évadait des prisons, ridiculisait le FBI à chaque coup et apparaissait dans les gros titres comme une célébrité. Pendant ce temps, Edgar Hoover, s'efforçait désespérément de garder le contrôle de la narration. Les défaites publiques du bureau le rendaient de plus en plus impitoyable, plus stratégique. Le pays ne réclamait plus seulement la justice. Il voulait une fin.
et il la voulait rapidement. Le 20 avril de cette même année, le FBI reçut un renseignement concret. Dillinger et plusieurs membres de son gang, accompagnés de leurs compagnes, se cachaient au Little Bohemia Lodge, un hôtel rural situé dans le nord du Wisconsin. Ce qui allait se passer cette nuit-là entrerait dans l'histoire comme l'une des opérations les plus désastreuses de l'agence. Les agents arrivèrent de nuit, sans attendre de renfort. Ils encerclèrent l'hôtel sur 3 côtés, laissant une forêt et un lac comme seul échappatoire. Mais ils commirent une erreur fatale. Ils tirèrent d'abord sur des civils innocents, croyant qu'il s'agissait de membres du gang. Un homme fut tué, un autre gravement blessé. La fusillade alerta Dillinger, qui était déjà armé. Lui, Van Meter et Hamilton sautèrent par une fenêtre du 2e étage et s'enfuirent dans les bois. L'obscurité, le terrain inconnu et le chaos ambiant rendirent toute poursuite impossible. Ils disparurent parmi les arbres, tandis que les agents trébuchaient dans les barbelés et tombaient dans des fossés mal éclairés. Pendant ce temps, à l'intérieur du complexe, Babyface Nelson ouvrait le feu sans pitié. Il ne se rendait pas, ne fuyait pas. Il se battait jusqu'à la dernière seconde. Lorsqu'il parvint enfin à s'échapper, l'opération était déjà un échec. Le FBI avait mobilisé des dizaines d'agents, tendu une embuscade, et malgré tout, Dillinger leur avait échappé sous le nez. Une fois de plus, les critiques ne tardèrent pas. Les journaux démolirent le FBI. Hoover, furieux, détourna l'attention vers ses subordonnés. Il mit en avant Melvin Purvis dans la presse, mais commença à le marginaliser en coulisses. Le directeur du bureau ne supportait pas de partager la vedette. Après l'évasion de Little Bohemia, Dillinger savait qu'il ne pouvait plus garder la même apparence. Son visage figurait dans chaque poste de police, dans chaque journal, sur chaque affiche de « Recherché ». La solution fut radicale. Il décida de changer complètement de visage. Avec l'aide de son avocat et de son réseau de contacts, il prit contact avec un médecin clandestin et organisa une opération qui inclurait une reconstruction faciale complète et la destruction de ses empreintes digitales. L'intervention eut lieu dans un appartement de Chicago. L'anesthésie était rudimentaire, un chiffon imbibé d'éther placé sur son visage. Mais Dillinger ne s'endormait pas. Le médecin augmenta la dose et, pendant un instant, John cessa de respirer. Le docteur parvint à le ranimer à temps, mais l'opération fut finalement réalisée sous anesthésie locale. 7 heures d'incision, de coupures, de saignements et de points de suture. On lui retira des grains de beauté, des cicatrices et une partie de la fossette de son menton. 5 jours plus tard, le même médecin revint pour appliquer de l'acide sur ses doigts, dans le but d'effacer ses empreintes. Il opéra également Van Meter, qui attendait avec la même urgence un nouveau visage. Lorsqu'il se rétablit, Dillinger se regarda dans le miroir et se convainquit qu'il était devenu un autre homme. « Personne ne me reconnaîtra », déclara-t-il. Mais la réalité était bien différente. Sa transformation n'avait pas été aussi radicale. Pour ceux qui le connaissaient de près, il restait le même John Dillinger. Durant cette période, il entama une nouvelle relation avec une jeune femme rousse nommée Rita Polly Hamilton, qui travaillait comme serveuse dans un club nocturne. Elle lui fut présentée par Anna Sage, une immigrée roumaine qui gérait un bordel clandestin à Chicago et qui avait des problèmes avec les services d'immigration. Sage proposa son appartement comme refuge pour Dillinger et sa nouvelle compagne. John prit le nom de Jimmy Lawrence, un soi-disant représentant de la chambre de commerce. Il portait des lunettes de soleil, les cheveux teints, et se comportait comme si de rien n'était. Mais les jours du spectacle touchaient à leur fin. Alors qu'il planifiait un dernier grand coup, rien de moins que l'attaque d'un train transportant des millions en liquide, les trahisons commencèrent à s'accumuler. Le chirurgien lui-même, celui qui l'avait opéré, envisagea de le livrer au FBI pour empocher la récompense. Il ne le fit pas, mais d'autres le firent. Jimmy Prasko, qui avait assisté à l'opération, se mit à trop parler. Certains pensent que son avocat, Louis Piquette, aurait également participé à ce réseau de fuite. Dillinger s'en douta. Il convoqua Piquet pour discuter d'une prétendue reddition volontaire, peut être pour tester sa loyauté ou pour lui envoyer un message. Mais la trahison décisive ne vint pas de ce cercle. Elle vint d'Anna Sage, la femme qui l'hébergeait. En juillet 1934, elle contacta la police de East Chicago. En échange d'éviter son expulsion, elle offrit une information qui allait changer le cours de l'histoire, l'emplacement exact de John Dillinger.
Sage expliqua que John allait souvent au cinéma. Il aimait les films de gangsters. Il s'identifiait à ces personnages fictifs qui affrontaient tout et tout le monde. Elle déclara que le dimanche 22 juillet, ils iraient voir un film ensemble, probablement au Biograph Theater, où l'on projetait Manhattan Melodrama avec Clark Gable en tête d'affiche. La police ne tarda pas à contacter le FBI. L'opération fut mise en place en quelques heures. Plus de 20 agents furent déployés autour du cinéma. Les entrées, les sorties et les éventuels points de fuite furent identifiés. Des positions furent assignées. Le plan fut répété encore et encore. Et pour dissiper tout doute, Anna Sage accepta de porter une robe rouge ce soir-là, afin que les agents sachent avec certitude sur qui ils devaient pointer leurs armes. Dillinger, quant à lui, ne soupçonnait rien. Il entra dans le cinéma accompagné de Sage et de Polly Hamilton. Il souriait. Il salua l'ouvreur, acheta du maïs soufflé, s'installa au centre de la salle. C'était un dimanche. C'était l'été. C'était la nuit parfaite pour mourir. La dernière nuit et la naissance d'une légende. Ce soir-là, le cinéma Biograph était bondé. Dehors, la chaleur estivale poussait des centaines de personnes vers les fauteuils rembourrés, à la recherche d'une échappatoire sur grand écran. Dillinger, comme à son habitude, avait choisi un film de gangster. Pour lui, ce n'était pas du divertissement, c'était presque une projection de lui-même. Dans Manhattan Melodrama, Clark Gable incarnait un criminel avec des principes, du style et une destinée tragique. N'était-ce pas exactement ce que lui-même jouait depuis tout ce temps? Pendant que le film avançait, les agents du FBI attendaient à l'extérieur. Melvin Purvis, visage public de l'opération, était posté à l'entrée principale. La nervosité était palpable. Purvis fumait sans arrêt, interrogeait la caissière pour savoir combien de temps il restait avant la fin de la séance. La tension le rongeait. Un mauvais signal, une erreur de jugement, et tout pouvait s'effondrer. Le plan était simple. Attendre que Dillinger sorte du cinéma, l'identifier grâce à son accompagnatrice Anna Sage, vêtue de rouge, et l'encercler avant qu'il ne puisse réagir. Ce qu'ils ignoraient, c'est que John avait déjà commencé à se méfier. En sortant du cinéma, Dillinger remarqua des mouvements étranges, des gens qui ne regardaient pas les affiches, des hommes au regard fixe, des ombres trop immobiles. En une fraction de seconde, il comprit tout. Sans hésiter, il fit volte-face et se dirigea rapidement vers une ruelle latérale. Il glissa la main dans sa poche. Il allait sortir son pistolet. Il n'en eut pas le temps. L'un des agents, probablement Charles Winstead, bien que cela n'ait jamais été confirmé officiellement, ouvrit le feu. La première balle lui traversa la poitrine, lui fracturant une côte. La seconde entra par la base du cou et ressortit sous l'œil droit. La force de l'impact, combinée à la collision avec une passante, le fit pivoter sur lui-même avant qu'il ne s'effondre face contre terre. Dillinger respirait encore. Il rampa de quelques pas vers la ruelle, comme si, dans son esprit, subsistait encore l'idée de s'échapper. Il finit par s'écrouler, ventre au sol. Ses lunettes se brisèrent. Son chapeau s'écrasa contre l'asphalte. Dans sa main, il tenait toujours son pistolet Colt, encore en sécurité. Il n'avait pas eu le temps de tirer. Pendant quelques secondes, un silence absolu régna. Le seul son perceptible était celui de son sang frappant le trottoir. Puis, comme si une onde invisible avait déclenché une explosion, la rue se remplit de monde. Des voitures s'arrêtèrent. Des passants accoururent. Certains pleuraient, d'autres jubilaient. Beaucoup, tout simplement, ne savaient pas comment réagir. Certains tentèrent de toucher le corps. D'autres trempèrent des mouchoirs dans le sang répandu, comme s'il s'agissait d'une relique. L'agent spécial Samuel Gillespie, témoin direct, affirma que Dillinger vécut entre 2 et 3 minutes après avoir été touché. Il mourut là, sur l'asphalte brûlant de Chicago, sous la marquise illuminée du Biograph Theater. Le corps fut d'abord transporté à l'hôpital Alexian Brothers, où un médecin confirma officiellement le décès. Il fut ensuite conduit à la morgue du comté de Cook. Là, le chaos fut encore plus grand. Infirmiers, policiers, journalistes et curieux se pressèrent pour voir le cadavre de l'ennemi public numéro 1. Certains posèrent même pour des photos. Le corps fut photographié des dizaines de fois. La légende, désormais, avait un visage. Lors de l'autopsie, on confirma les cicatrices de la chirurgie esthétique, les brûlures d'acide sur les doigts qui n'avaient pas réussi à effacer les empreintes et les impacts de balles. Dans ses poches,
Il portait moins de 10 $, 2 clés attachées par une ficelle, une coupure de journal, une photo de John Hamilton et une bague portant l'inscription « Love, Polly ». Cette bague disparut mystérieusement. On raconta qu'un agent de la police d'East Chicago, probablement Zarovich, avait volé l'argent qu'il avait sur lui, mais cela ne fut jamais prouvé. La veillée funèbre prit des allures de foire. Pendant plusieurs heures, le corps de Dillinger fut exposé dans un funérarium de Chicago. Plus de 15 personnes défilèrent devant le cercueil. Certains pleuraient, d'autres se moquaient. Tous voulaient voir de leurs propres yeux l'homme qui avait fait trembler le FBI. Un messie pour certains, un monstre pour d'autres, le reflet d'un pays fracturé. L'enterrement eut lieu à Indianapolis. Son père, craignant que le cadavre soit volé, fit remplir la tombe de béton. Malgré cela, la pierre tombale fut vandalisée à plusieurs reprises par des fans qui emportaient des morceaux en souvenir. Sa famille organisa une tournée théâtrale racontant son histoire. Des billets furent vendus. « Le crime ne paie pas », disaient les affiches. Mais le public ne venait pas pour la morale. Il venait pour le mythe. Dans les mois qui suivirent, ses complices tombèrent un à un. Homer Van Meter fut abattu par la police. Pierpont et Maclay tentèrent de s'évader avec de fausses armes et furent exécutés ou tués. Babyface Nelson mourut criblé de balles lors d'une fusillade sauvage. Le gang de Dillinger fut totalement éliminé en moins d'1 an. Le message était clair. Personne ne sortirait vivant. Et pendant que tout cela se produisait, Hoover consolidait son récit. Il nomma Melvin Purvis, héros national, seulement pour le reléguer peu après. Jaloux de sa popularité, il le poussa à quitter l'agence. En secret, Hoover revendiquait tout le mérite. Il alla jusqu'à ordonner une réécriture de l'histoire. Un journaliste, Rex Collier, publia une série de 6 articles affirmant que Hoover avait personnellement dirigé l'opération depuis Washington, que tout était le fruit de la science, de la stratégie, de l'efficacité du bureau. Mais tout le monde connaissait la vérité. Au final, on captura Dillinger, non pas grâce à une brillante opération, mais parce que quelqu'un l'avait trahi. Et c'est peu, être là la plus grande ironie. John Dillinger, l'homme qui avait braqué des dizaines de banques, s'était évadé de 2 prisons et avait humilié le FBI pendant plus d'1 an, ne fut pas vaincu par les balles ni par la force. Il fut vaincu par une trahison. Aujourd'hui, plus de 90 ans après sa mort, son nom résonne encore. Des musées sont dédiés à son histoire. Son visage apparaît sur des t-shirts, dans des films, des romans. On l'a comparé à Jesse James, Butch Cassidy, voire à des figures du cinéma. Mais Dillinger n'était pas un Robin des Bois. Ce n'était pas un martyr. C'était un criminel astucieux, audacieux et impitoyable, qui a su lire l'air du temps et se transformer en symbole d'une nation au bord de l'effondrement. Il a volé près d'1 demi-million de dollars. Au moins 22 personnes sont mortes sur son chemin, 11 policiers, 11 membres de sa bande. Des dizaines d'autres ont été blessés. Et pourtant, le mythe perdure. Peut être parce qu'au fond, John Dillinger incarnait quelque chose de plus profond que le crime. La fantaisie d'être libre dans un pays où tout le monde se sentait piégé. Et ainsi se termine l'histoire de John Dillinger. Un homme devenu légende, non pas pour avoir été juste, mais pour avoir été inoubliable. Sa vie fut brève, intense et contradictoire. Ce qui avait commencé comme une révolte contre un système qu'il avait trahi, s'est transformé en l'un des épisodes les plus sombres et fascinants de l'histoire criminelle des États-Unis. Si ce voyage dans la vie de Dillinger, ses coups, ses évasions et sa chute t'a plu, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. Ton soutien nous permet de continuer à créer du contenu comme celui-ci, avec la rigueur, la profondeur et la narration que tu mérites. Et si tu souhaites que l'on raconte l'histoire d'un autre personnage historique, n'hésite pas à le proposer dans les commentaires. Nous les lisons toujours. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.